Vendredi 3 octobre, au bulletin cette semaine. 6 centres d'éducation populaire de Montréal s'inquiètent pour leur survie. On vous fait découvrir le groupe Information Travail, qui est en période de recrutement pour son programme préparatoire à l'emploi. Et on vous rappelle l'importance des techniques essentielles en secourisme avec une représentante de la Croix-Rouge. Cette semaine, on débute avec un important dossier. Je vous explique brièvement. 6 centres d'éducation populaire de Montréal qui cherchent depuis 4 ans une solution permanente, je dirais, à une situation qui va mettre en péril leur survie, possiblement dès le printemps prochain. Et pour essayer de mieux comprendre tout ça, je vous présente M. Roger Leclerc. Il est du Comité d'éducation aux adultes, Petite-Bourgogne-Saint-Henri. Monsieur Leclerc, merci d'être avec nous. Bon, ça a été un petit peu... expliquez-nous simplement, là. Tout simplement. C'est simple, mais c'est compliqué en même temps. Oui, mais j'ai toujours dit que les politiciens qui commençaient une phrase en disant « c'est compliqué », c'est parce qu'ils allaient nous mentir. Alors, je ne commencerai pas de cette façon-là. Les centres d'éducation populaire, il y en a 6, il en reste 6 à Montréal. Ouais. On est hébergés, les 6, dans des immeubles excédentaires de la Commission scolaire de Montréal, qui nous supportent depuis plus de 40 ans. L'organisme où moi je travaille existe depuis 43 ans. Les 6, on a été fondés entre 35 et 45 ans. Donc, on est hébergé par la commission scolaire dans des anciennes écoles dont la commission scolaire n'a plus besoin au fil du temps. Et on s'est développé chacun en fonction des quartiers où on est. On est tous situés dans des quartiers démunis. On s'adresse à une population fragilisée, marginalisée pour toutes sortes de raisons. Et avec le temps, on est devenu un peu, moi je dis souvent, les centres d'éducation populaire, on est des incubateurs d'organismes communautaires. Par exemple, où je suis, au CEDA, on a donné naissance à des projets d'économie sociale, en formation pour réinsérer sur le marché du travail des gens. Tout ça a germé chez nous parce qu'on est des lieux où les gens se retrouvent, découvrent, reprennent conscience de leurs besoins. On parle d'éducation sociale au sens, mais là... Très large. Très large. Oui. Les gens qui arrivent chez nous, ils sont marginalisés et pour plusieurs démolis, pour toutes sortes de raisons. Problèmes de santé physique importants, exclusion du marché du travail depuis longtemps, des femmes qui nous arrivent, qui ont été au foyer, qui ont élevé leur famille, mais qui n'ont jamais été sur le marché du travail, qui se retrouvent à 55 ans, les enfants partis, déménagés loin, bon. Alors, des nouveaux arrivants, des immigrants qui arrivent, qui ne parlent pas un mot de Nouveau français, phénomène. Qui sont là depuis 2 semaines et qui arrivent chez nous, je fais quoi? Tout à fait. Et vous êtes là pour les accueillir. On les accueille sans discrimination d'aucune sorte. Et on travaille avec eux pour voir c'est quoi leurs besoins et répondre à ces besoins-là. Alors, on a développé toutes sortes de services. On s'est associé aussi à d'autres organismes qui habitent ou non notre immeuble. Comme chez nous, moi, j'ai 5 locataires, 5 autres organismes qui sont chez nous, qui font chacun leur travail, mais avec qui je suis en lien pour répondre aux besoins. Est-ce que c'est un problème strictement de bail? Oui. Notre bail se termine, les 6, notre bail se termine au mois de mai 2015. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire et la commission scolaire nous a dit qu'elle ne renouvelle pas notre bail. Non, donc, mais elle vous l'a dit il y a déjà quelque temps, mon Dieu, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on le sait. La question que je me pose, il y a 5 ans, et rien ne s'est réglé 5 ans plus tard. Non, on a eu bien des promesses, bien des belles paroles, mais à ce jour, on est à 7-8 mois de l'expulsion. Et on n'a toujours rien de concret de signé. On a rencontré dernièrement le nouveau ministre de l'Éducation. Ça fait le combienième, là? Bien, en 4 ans, c'est le 4e. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le dernier? Lui, il nous a dit aussi des bien belles choses. On va rester là. Il nous a confirmé qu'on allait rester là. Ça a été répété souvent. Que les immeubles allaient être rénovés parce que ce sont tous des immeubles. L'immeuble le plus jeune a été construit en 1965. Est-ce que ce sont des immeubles
patrimoniaux? Non, pas vraiment. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est des immeubles qui font partie du décor depuis 100 ans, Qui ont besoin de rénovation? qui ont besoin de rénovation. Les fenêtres, principalement, dans la plupart de Ouais. nos immeubles. Oui. Chez nous, on met du masking tape pour les tenir en place. On peut imaginer, oui. Mais, alors, il faut changer les fenêtres. On a besoin d'environ 10 millions de dollars de rénovation pour l'ensemble des 6 centres. OK? Pour remettre les 6 centres, je ne dirais pas en bon état, mais je dirais en état fonctionnel. OK? OK. 10 millions Oui, à investir oui. Sur une période de 3-4 de ans. 3-4 ans. Mais Oui. quand c'est investi, restent les dépenses courantes par Oui. la suite. Il y a un loyer à payer. Oui, oui. Le chauffage, et ça, l'électricité. Tout à fait. Oui. La commission scolaire, qu'est-ce qu'elle fait? Ou qu'est-ce qu'elle faisait, disons, jusqu'à maintenant? La commission scolaire assumait ces frais-là. D'accord. OK? Nous, on assumait l'entretien interne. Comme par exemple, chez moi, j'ai 2 concierges à temps plein Oui. pour prendre soin de 50 000 pieds carrés. Je peux pas, c'est pas petit, là. Ouais. Et ils passent chez nous, avec les classes de francisation, ils passent au-delà de 300 personnes par jour. Alors, on peut imaginer l'hiver, il faut laver des planchers, il faut... La commission scolaire, pourquoi ne peut-elle plus éponger, disons, ce qu'elle épongeait Oui. avant? Bien, si j'étais président de la commission scolaire, je ferais exactement comme la présidente fait actuellement. Je dirais, écoutez, j'ai plus les moyens, j'arrête. Parce qu'elle a elle-même, on connaît l'état de vétusté de plusieurs écoles Oui. qu'elle utilise. Alors, moi, j'ai des enfants, j'ai un enfant de 7 ans, je veux qu'il aille dans une école saine. Hein? Alors, je comprends très bien la commission scolaire de dire j'arrête. Okay. Mais, et elle veut se débarrasser de ces immeubles excédentaires. Ça veut, Le fameux terme, je me demandais Excédentaire. que voulait dire ce terme excédentaire. Ben, en fait, c'est que Elle veut s'en débarrasser, là. Oui, OK. mais parce qu'elle ne les utilise pas pour remplir son mandat premier, qui est d'enseigner de façon traditionnelle à des enfants au primaire ou au secondaire. Alors, c'est excédentaire dans le sens où elle n'en a pas besoin. Non, je comprends mieux, là. Et c'est pour ça que nous avons pu avoir accès à ces immeubles-là, parce qu'elle n'en avait plus besoin. Ouais. Alors, aujourd'hui, elle veut s'en départir parce que ça lui coûte beaucoup d'argent. Alors, moi, je comprends très bien que la commission scolaire dise non. Et c'est pour ça que nous, nos démarches, l'Intercept, les 6 centres, le regroupement des 6 centres, ont fait depuis 2 ans et demi nos démarches auprès du ministère en disant la commission scolaire n'a plus les moyens. Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui débloque pas? L'argent. Bien, l'honneur de la guerre. Oui, parce que depuis 4 ans qu'on mène ce dossier, tout le monde nous flatte dans le dos, puis c'est merveilleux, vous êtes bons, continuez, puis il ne faut pas Mais que vous pendant ce temps-là, disparaissiez. le compteur, Voilà. je veux dire, le Voilà. temps, ça tourne. Oui. Et on arrive à échéancier, parce que vos baux C'est se 7 mois. terminent, si je ne me trompe pas, printemps prochain. là. Mai Mai. 2015. OK. Alors, en mai 2015, moi et tous les groupes qu'il y a chez nous, on est expulsés. Et là, parce que je n'ai plus de bail, j'ai plus d'assurance. Alors, je peux pas, mon conseil d'administration ne peut pas prendre la responsabilité, le risque de dire oui, on va être là quand même, on va squatter. Et s'il y a quelqu'un qui se casse une jambe, c'est Ouais, fini. regarde, c'est évident. Alors, il faut qu'on ait un bail. Nous, on dit, on veut faire partie de la solution. Alors, et puis ça, on le dit depuis des années. Alors, on est prêt à faire nos efforts, mais nos efforts dans la mesure de nos capacités. Hein? Alors, le bail, j'ai besoin d'un bail à long terme pour pouvoir faire des demandes de subvention. À l'heure actuelle, je ne peux même pas faire de demande de subvention parce que je ne sais pas où je vais être au mois de juin. Monsieur Leclerc, c'est déjà tout le temps. Ben, On aurait pu en parler encore Je vous avais une- dit, si on une pèse sur le demi- piton on, c'est fini. Vous m'aviez prévenu, c'est vrai. Hey, Monsieur Leclerc, je vous souhaite la plus grande des chances dans la négociation qui s'en vient. Qu'il se passe n'importe quoi, vous venez nous en reparler éventuellement. Sans problème. Merci, Monsieur Leclerc. Merci de l'invitation. Au revoir.
On reviendra à ce dossier des centres d'éducation populaire, mais pour l'instant, la revue de presse des hebdos de quartier. Dans Nouvelle-Hochelaga Maisonneuve, Audrey Gauthier nous apprend qu'Hochelaga préfère l'autobus à l'automobile. Pour se rendre à leur travail, les résidents de Mercier-Hochelaga Maisonneuve utilisent principalement la voiture. Toutefois, c'est dans le quartier Hochelaga Maisonneuve où l'on trouve le plus d'utilisateurs du transport en commun. Selon une enquête nationale auprès des ménages de 2011 effectuée par Statistique Canada, les travailleurs de l'arrondissement utilisent l'automobile à 49,9 %. Dans le Progrès Saint-Léonard, Frédéric Charret écrit que la Ville-Centre et l'arrondissement s'unissent pour que la principale artère commerciale de Saint-Léonard se refasse une beauté. Un ambitieux projet de revitalisation de la rue Jean-Talon, attendu par les commerçants depuis longtemps. Le projet pourrait même s'arrimer au prolongement vers l'est de la ligne bleue du métro. Selon Beau Tableau, il faudra attendre jusqu'en 2018 pour voir le résultat final. Dans le journal de Rosemont, Martin Blanchard du comité logement de la Petite Patrie demande à l'arrondissement d'intervenir pour protéger son parc locatif des spéculateurs immobiliers. Dans les 10 dernières années, près de 900 immeubles, soit 3 287 unités de logement du quartier, ont été transformés en condos. Le comité logement pense que l'arrondissement peut intervenir pour protéger son parc locatif. C'est un article d'Anne-Laure Janson. Dans le Guide de Montréal-Nord, le Centre de recherche et d'innovation en habillement affilié au Cégep Marie-Victorin a récemment obtenu 2 subventions de 200 000 $ de la part du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. Vestec Pro mènera une recherche pour développer un vêtement intelligent qui sera utilisé dans le domaine médical. Et une seconde recherche se fera sur la perception de l'image corporelle et de l'estime de soi. À la une du journal Saint-Michel, Jean-François Lacerte écrit que, suite à la décision de la Commission scolaire de Montréal de ne pas renouveler leur baux aux mêmes conditions actuellement en vigueur, les 6 centres d'éducation populaire de Montréal, réseau auquel est membre le Centre éducatif communautaire René Goupil, cherchent depuis 4 ans une solution permanente à cette situation qui mettra en péril leur survie dès le printemps prochain. Les 6 organismes sont tous situés dans des bâtiments dits excédentaires appartenant à la commission scolaire. Les organismes craignent d'être expulsés des lieux qu'ils occupent depuis plus de 40 ans, dans certains cas. Dans le magazine de l'Île des Sœurs, Stéphanie Alcaraz-Robinson nous apprend que l'Université du troisième âge de Verdun ouvre ses portes aux retraités de l'arrondissement qui ont le goût d'acquérir de nouvelles connaissances et qu'à l'Île des Sœurs uniquement, ils sont plus de 200 à être inscrits. Les cours offerts par des professeurs de l'Université de Sherbrooke sont diversifiés et s'adressent à tous, en autant d'avoir atteint l'âge de 55 ans. La journaliste nous indique également comment faire pour s'inscrire. Nous sommes maintenant en présence de M. Jean-Yves Joannette. Il est coordonnateur de la Trovep de Montréal. C'est un bien... Bonjour d'abord, M. Joannette. La Trovep, table régionale... Des organismes volontaires d'éducation populaire. C'est un exercice de diction, table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire. Pourquoi pensez-vous que je vous ai laissé le dire? C'est comme... oui. Ça a été inventé avant le marketing, donc c'est ça. Vous étiez présent, M. Joannette, la semaine dernière à la conférence de presse du Comité social Centre-Sud. Oui. Vous avez pris la parole et j'aimerais avoir vos impressions là, sur ce qui se déroule présentement là. Bien, on est à un point tournant. Ça fait longtemps que les centres d'éducation populaire sont menacés. Ça doit faire une douzaine d'années, je pense, mais on précisera, là, c'est... Que les centres sont menacés, mais là, on arrive à une fin de bail, à une place où la CSDM a plus d'argent, que le gouvernement du Québec casse tout et sabre un peu partout. Puis là, il n'y a pas de réponse du ministère de l'Éducation. Et comme impact, la disparition de ces 6 centres-là dans les quartiers où ils sont, ça serait une perte sociale incroyable, là. Vous vous imaginez des places où il se fait de l'alphabétisation, où des gens, il y a des vestiaires, il y a des places d'habitation
d'alimentation. Il y a aussi des centres, des groupes d'alphabétisation là-dedans. Il y a des comités de logement. Il y a une panoplie de services Touche dans ces services-là. à la base des services. C'est ça, et qui s'adressent à des populations démunies pour beaucoup. Pas juste, mais beaucoup à des populations démunies. Fait que si on note ces centres-là, de ces quartiers-là, puis on parle de centre-sud, de Chalaga, Oui. de Pointe-Saint-Charles, de Saint-Henri, etc., dans un contexte où il y a plein déjà de coupures et où ces gens-là ont de la misère à payer leur loyer, leur hydro, etc., puis ils ont besoin de ressources, puis on coupe ces centres-là, bien là, c'est comme on court à la catastrophe, on court à des failles sociales importantes, là. Mais ma réflexion face à ça, c'est qu'on parle de bail, l'organisme en tant que tel va bien, offre les services qu'elle a à offrir à sa clientèle, Ouais. mais là, on parle de... L'organisme va bien, on parle de logement, Ouais. on ne peut pas relocaliser... C'est pas si facile que ça, en fait, de relocaliser un organisme comme ça. Dans ces quartiers-là, ces centres-là deviennent le personnage aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, là. Essayez de vous imaginer que votre cerveau peut fonctionner, mais dans un bol, tu sais, mais plus dans votre corps, tu sais. Fait que vous auriez de l'air bête un peu, hein. C'est comme peut-être... Ces organismes se sont implantés à l'endroit où ils se sont puis développés là. C'est ça, puis c'est des anciennes écoles. Fait que là-dedans, là, j'ai des fois 10, 20 organismes dedans, là. Fait que c'est une espèce de petit centre d'achat là, de ressources, si vous voulez. Fait que c'est sûr qu'on peut éparpiller ces groupes-là un peu partout. En même temps, il y a là une connivence de quartier qui existe. Il y a une cohésion qui existe entre les organismes, puis il y a une force de frappe qui se donne. Fait que quand une personne arrive là parce qu'elle a faim, qu'elle trouve une ressource alimentaire, puis à force de parler avec elle, elle apprend qu'il y a un centre d'alphabétisation, puis qu'elle apprend à lire, puis à écrire, puis qu'elle va dans son comité de logement pour se contester une hausse de loyer ou exiger une réparation à faire, bien, ça fait des corridors de rencontres et de services qui peuvent se faire. Et c'est un peu là, vous, M. Joannette, où vous vous situez, parce que vous êtes coordonnateur de la Trovep. Vous me parlez, là, on a débuté notre conversation en parlant d'éducation populaire, et là, vous nous dites, vous nous prouvez que c'est de l'interaction, tout est interrelié. Oui, c'est comme... Puis il y a des démarches, il y a des... c'est-à-dire que l'éducation populaire, il faut voir ça comme un tout. C'est-à-dire il y a des choses qui ont de l'air à ne pas être de l'éducation et qui en sont. Une gang de femmes dans un centre de femmes qui organisent un voyage pour aller cueillir des pommes, ils apprennent plein de choses. Ils apprennent à réserver un autobus, ils apprennent à faire des listes, ils apprennent à s'organiser. Après, ils vont peut-être faire organiser une manifestation, une visite aux députés. Peut-être qu'après, mais là-dedans, il y a des gens qui... Puis là, j'ai plein de témoignages. Là, on pourrait vous remplir des émissions à tonnes là, de dames qui rentrent dans ces centres-là ou dans un groupe d'éducation populaire, qui sont timorées, qui ont de la misère à s'affirmer, qui, au bout de 2-3 ans, sont capables, puis j'en connais une au Centre d'action des citoyens de Verdun, et ils viennent de faire un clip sur la gentrification des quartiers. Elle danse, puis elle chante du rap, la madame. Cette dame-là, elle ne parlait pas il y a 3 ans. Fait qu'il y a des démarches à aider des gens à s'affirmer, puis à se reconstruire. Là. Monsieur... Excusez, je m'emporte. Non, puis vous faites très bien de vous emporter d'ailleurs, M. Joannette. Oui. En quelques secondes, en 15 secondes, Oui. Quelle serait l'action à prendre, d'après vous, pour que ça se solidifie, tout ça, là? Bien, la balle est dans le camp du ministre de l'Éducation présentement. C'est lui qui a la clé pour débarrer la situation. Et s'il y a des citoyens et des citoyennes qui sont à l'écoute, bien, dans ces quartiers-là, il faut qu'ils répondent à l'appel de gens comme Roger Leclerc et des directeurs de centres d'éducation populaire. C'est vachement important. Monsieur Jean-Yves Joannette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a 10 ans, le 3 octobre 2004, c'était le dernier match disputé par les Expos de Montréal, alors qu'ils mettaient un terme à leur saison sur la route au Stade Shea de New York après 36 saisons. 4 jours plus tôt, 31 395 amateurs s'étaient rendus au Stade olympique pour être témoins de leur dernier match à domicile. Le 14 avril 1969,
la concession avait inauguré sa saison locale devant 29 184 spectateurs au Parc Jarry contre les Cards de Saint-Louis. C'était la première partie des Ligues majeures de baseball à être disputée à l'extérieur des États-Unis. Et c'est en 1977 que l'équipe a élu domicile au Stade olympique. De 1969 à 2004, les Expos ont disputé 5 698 matchs, connu 2 755 victoires, mais n'ont cependant jamais remporté de championnat. Durant cette période, près de 49 millions de spectateurs ont assisté à leurs matchs à domicile. Mais les faibles assistances et les problèmes financiers des propriétaires ont finalement eu raison de l'équipe, qui allait finalement être transférée à Washington. Après la pause, on vous présente les programmes de l'organisme Groupe Information Travail. On est de retour pour parler travail avec un groupe important, un groupe qui fait beaucoup de choses pour les 16 à 65 ans. Je veux parler du groupe Information Travail et on a avec nous Normand Manta, il est coordonnateur du programme préparatoire à l'emploi. Groupe Information Travail, ça fait très GIT, groupe d'intervention tactique. C'est à peu près ce que vous êtes sur le terrain. Oui, des tactiques pour trouver du travail. Qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, nous, on existe depuis 1986. Donc, à travers divers projets, on aide les gens, en fait, qui veulent effectuer un retour de travail et qui ont, en fait, de la difficulté pour différentes raisons. Donc, ça va vraiment, et comme vous l'avez dit, 16 à 65 ans, donc on dessert... La palette est large, là. La palette est large, oui. Vous avez différents programmes, comme par exemple, vous avez des projets comme Écolo Boulot. Parlez-nous d'Écolo Boulot. Écolo Boulot, en fait, c'est un projet qui s'adresse, ce projet-là, aux 16 à 30 ans, en fait. Puis c'est du travail qui est lié à l'environnement. Donc, on sait que l'environnement, c'est important pour les jeunes. Donc, nous, on a créé un projet d'employabilité qui, en fait, qui va puiser directement dans cette valeur-là. Si je comprends bien, vous avez un grand spectre de 16 à 65 ans. Les intérêts ne sont pas les mêmes pour chaque génération. Est-ce que je saisis que vous avez scindé un peu vos programmes pour rejoindre les différents groupes? Mais en même temps, celui que je vais vous parler un petit peu plus tard, le programme préparatoire à l'emploi, il est vraiment 16-65 ans. Donc, on a une clientèle qui est mixte. On va y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on parle de... Écolo Boulot, en fait, oui, 16-30 ans. En fait, il y a deux volets. Il y a un volet hiver dans lequel les jeunes vont prendre, en fait, du bois de palette, des palettes, et nous, on va faire des bacs à fleurs, des bacs à compost, des projets personnels. Donc, on va réutiliser le bois qui aurait pu se retrouver. De là, Écolo Boulot. L'été, ça va être beaucoup au niveau des jardins collectifs, du désherbage. On entretient aussi un ruisseau, en fait, dans les grands parcs de Montréal. Donc, on garde tout le temps le contact avec ce qui est le plus près de la nature, là, tout en faisant l'employabilité. Oui, parce que il y a également les artisans du bois. On est très près de l'Écolo Boulot. Oui, là. tout à fait. En fait, les artisans du bois, en fait, on l'a créé suite à l'expérience qu'on avait vue. En fait, une expérience qui est plus dite plateau de travail. Donc, des gens qui vont vouloir être en action, qui vont être peut-être moins type atelier, en groupe, mais qui vont vouloir vraiment tout de suite commencer à travailler sur le terrain. Ça fait... on parle de bois, on parle d'écolo boulot. Ça fait très gars, tout ça. Est-ce que vous avez... C'est très mixte. Ouais. Bon. Oui. En fait, dans les artisans du bois, écolo boulot, on a vraiment un ratio, je vous dirais, 50-50. Donc, il y a aussi des filles qui sont intéressées par le travail manuel. Mais on en revient toujours au manuel. Oui. OK. Oui. Quelle est votre clientèle type? Ça va varier, en fait, beaucoup, parce qu'en fait, comme je disais, on peut avoir quelqu'un qui a un MBA en gestion dans ma clientèle adulte et une autre personne qui va avoir un secondaire 1 dans le même groupe. Donc vraiment, ça va être une clientèle qui va être hétérogène. Mais qu'est-ce qui motive ces gens à aller vers vous? En fait, c'est que souvent, les gens ne savent pas qu'on existe. À la base, c'est pour ça qu'on est là. Oui, c'était une belle occasion, en fait. Ils ne savent pas qu'il y a des groupes pour les aider, en fait, à trouver du travail et qui peuvent les accepter. Souvent, ça peut être des gens qui ont eu des refus, que leur CV n'est pas retenu, donc qui ont de la difficulté à se trouver un emploi, puis ils finissent par se décourager. Donc, quand ils arrivent dans un ou l'autre de nos projets,
il commence à avoir une lumière au bout du tunnel, comme on dit. Il commence à avoir de l'espoir. Donc, je vous dirais que c'est beaucoup ça, en fait, qui est... Mais des gens qui sont véritablement sans emploi, des gens qui peuvent être, qui ont quitté, c'est pas des Ouais. gens qui sont sur le chômage. Il peut en avoir, mais c'est un très faible pourcentage. OK. Mais il y en a quelques-uns, mais ça représente même pas 5 en fait, de la clientèle qui est desservie. Au niveau des projets pour les jeunes, ça a des jeunes qui ont eu des difficultés, qui peuvent avoir été en centre jeunesse, qui peuvent avoir des difficultés au niveau familial, difficultés au niveau de la consommation aussi. Donc, on les prend vraiment comme ils sont. Puis, Ça veut dire un travail avec d'autres organismes, parce que vous me parlez de peut-être de santé mentale. On prend cet exemple-là. ouais, souvent, les problèmes Ça- se touchent. Hein. Il faut travailler en collaboration Exactement. avec d'autres organismes à ce moment-là. Tout à fait, oui. Est-ce qu'on vous les réfère, ces gens-là? Oui, puis il y a beaucoup de bouche à oreille. Comme par exemple, je parlais des centres jeunesse. Quand une intervenante rencontre un jeune et qu'elle lui parle d'écolo-bleu puis qu'elle voit les résultats positifs qui ressortent de ça, Là, M. elle va Menteur, vouloir en référer d'autres. là, M. Menteur, vous me parlez des jeunes depuis tout à l'heure. Regardez-moi là. Un petit peu plus vieux, moi, Un là. petit peu plus vieux. Qui est concerné disons, dans les 50 ans et plus? Ben, en fait, les artisans du bois, c'est un programme, comme je disais tantôt, qui était pas un copier-coller, mais ça ressemble beaucoup à Écolo-Bleu. On a dit l'expérience fonctionne, donc on va le faire pour des adultes. Il y a aussi le programme préparatoire à l'emploi, où là, la majorité de la clientèle, je vous dirais, a 45 ans et plus. M. Menteur, on va aller dans le vif du sujet maintenant, parce que vous êtes le coordonnateur du programme préparatoire à l'emploi. Vous êtes en pleine période de recrutement présent. Tout à fait. En fait, on est en recrutement toute l'année. Hein. On dessert, en fait, 5 groupes par année actuellement. 5 groupes qui vont être de 16 personnes. 16 groupes de 16 personnes. Cinq groupes. Et j'ai noté ici pendant 16 semaines. En fait, c'est une possibilité de 16 semaines. OK. Donc, on sait qu'il y a des gens... Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un 5 semaines d'ateliers en groupe. Donc, les gens vont participer à tous les ateliers de groupe. Et après, on a la possibilité d'avoir un 11 semaines pour aller faire soit des stages en entreprise, soit chercher de l'emploi ou projeter un retour aux études. Je frappe à votre porte. Comment ça se déroule? Comment ça se déroule? Il doit y avoir une sélection, automatiquement. Il y a une sélection. Nous, en fait, on va rencontrer la personne en rencontre individuelle. Donc, j'ai une équipe de 4 conseillers qui est dévouée à la tâche. Et on va évaluer les besoins. Donc, c'est à la base. On va regarder si la personne a besoin de nous. Donc, dès 16 semaines. Parce que, bon, les organismes qui offrent des programmes plus courts, mais nous, on veut vraiment aider les gens qui peuvent avoir besoin d'un 16 semaines pour différentes raisons. Donc, si ça fait 2 ans que la personne n'a pas travaillé, 3 semaines pour se trouver un emploi, c'est rapide. Ou pour envisager un retour aux études. Donc, on va vraiment rencontrer la personne. Puis, si on sent qu'on peut répondre à son besoin à travers notre programme de 16 semaines, elle va être acceptée. Vous travaillez en atelier par la suite? Oui, bien en fait, par la suite, les gens vont débuter notre programme à travers en fait, des ateliers de groupe à raison de 20-25 heures semaine. Donc, c'est progressif aussi. Ce que je m'assure, en fait, dans le programme, c'est que les gens commencent aussi à entreprendre une discipline. C'est-à-dire, en fait, il y a au moins 4 ateliers qui sont le matin pour reprendre justement le beat. Quand vous dites atelier, ça veut dire beaucoup de discussions. Qu'est-ce que vous leur amenez comme Ben, en fait, c'est de comme l'information, c'est de l'échange, c'est de la discussion. C'est un mélange de tout ça parce qu'au niveau de nos ateliers, il y a une suite. Au début, on commence, exemple, avec la gestion du stress, la connaissance de soi. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'orientation professionnelle, les intérêts, pour se diriger tranquillement vers tout ce qui est plus méthode dynamique de recherche Il y a d'emploi. soutien également par la suite à la recherche d'emploi, parce Tout à que vous fait. ne les laissez pas aller dans la nature comme Non, ça. c'est une là. alternance de groupe et d'individuel. Donc, chaque semaine, la personne rencontre un conseiller aussi. Il y a des allocations de participation pour prestataires de l'aide financière de dernier recours et de l'assurance-emploi. Donc, c'est subventionné par des programmes gouvernementaux Tout d'emploi. à fait. On est financé par Emploi Québec. Donc, Monsieur Manta, rapidement, à quel numéro de téléphone on peut vous rejoindre? Comment on peut vous rejoindre? on peut nous rejoindre en téléphonant au 514-926-1651 et tout simplement dire que vous êtes intéressé à participer à un ou l'autre de nos projets. Faut-il passer nécessairement par un bureau d'emploi Québec avant d'aller chez vous? Non, pas nécessairement. S'il y a pouvez venir lieu, frapper vous allez directement à la référer. porte, puis généralement, les gens aiment ça. M. Manta, ça a été trop court. Il va falloir qu'on vous réinvite. Normand Manta, Avec il plaisir. est coordonnateur du programme préparatoire à l'emploi. Votre session débute En fait, très bientôt, hein? Oui, tout à fait. Vous recrutez jusqu'au 16 octobre? Oui. Ben, en fait, Le 16. notre prochain groupe va débuter le 29 octobre. Donc, on est en recrutement. Ça peut être un petit peu après le 16 octobre aussi. Merci, M. Manta. Ça fait plaisir. Bon succès. Merci.
Je prends quelques secondes pour vous raconter. Je lis à la une du Progrès-Villeray un papier de Audrey Gauthier. On y écrivait « Gérardo Di Feo a réussi un exploit qu'il ne pensait pas possible. Avec moins de la moitié de sa capacité cardiaque, l'homme de 62 ans a escaladé le mont Washington, et ça, c'est le plus haut sommet du nord-est des États-Unis. Ma réaction, ça a été « Wow! » Il faut qu'on parle à M. Di Feo. Merci d'être avec nous, Gérardo Di Feo. C'est un plaisir. Tout un exploit, mais on va y venir à l'exploit dans quelques minutes. Parlez-nous du M. Di Feo avant. Vous étiez à moins de la moitié de votre capacité cardiaque. Comment c'était votre vie à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais courtier en immeuble. Je travaillais 70-80 heures semaine. Je fumais un paquet de cigarettes par jour. Donc, on imagine avec un horaire semblable, on mange un peu partout, un peu ce qui nous tombe sous la main. C'est assez débalancé comme style de vie, d'une part. Mais d'autre part, ça nous amène à un mur, inévitablement. Et alors, quand je suis arrivé au mur, c'est là où c'était aux États-Unis, et c'est à ce moment-là, en Virginie. J'étais avec mon fils de 11 ans à cette époque-là. Je me suis ramassé à l'hôpital et j'ai jamais vu la plage. Alors, c'est là que la vraie histoire a commencé. Ça a été le son de cloche. Oui, oui. En fait, il restait 25 de capacité cardiaque à ce moment-là. Et avec l'exercice, avec l'aide du centre épique, etc., on a fini par se rendre à 45 OK. Vous êtes pris d'un sérieux problème cardiaque. C'est une question de vie ou de mort, là. Tout à fait. Vous ne pouvez pas mettre un pied devant l'autre sans être essoufflé. Impossible. OK. Ça vous amène à ce moment-là à consulter médecin de famille. Rapidement, le cheminement que vous faites, là. Bien, en fait, je suis aux États-Unis, donc en Virginie. J'appelle un de mes amis ici à Montréal. Je lui dis, écoute, Nicolas, je suis un peu coincé, je suis à l'hôpital. Bon, alors, il faut que tu me déniches un médecin de famille. Arrange ça comme tu veux. Ça me prend un cardiologue aussi. Je suis à l'hôpital. Bon. Alors, au retour, j'ai eu effectivement là, un rendez-vous avec le docteur Lassalle, qui est mon médecin de famille depuis lors, qui lui est à Verdun. Et un de ses amis, c'était le docteur Roberge de l'hôpital Saint-Luc. Donc, j'ai commencé mon histoire de cardiaque avec ça. Il a fallu qu'il y ait un bilan de santé qui n'était pas fort. Il a fallu qu'il y ait un cheminement par la suite, un rétablissement. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on vous dit, là? Vous dites, j'imagine, je veux aller mieux. Comment vous faites à partir de là? Plus d'exercices? On vous chicane? Comment ça se passe? Oui. Bien, en fait, moi, je connaissais le centre épique déjà depuis longtemps. Je m'étais inscrit en 98 au centre épique, j'étais allé passer le test à l'effort, j'avais payé et je n'étais jamais retourné. Donc, 8 ans plus tard, je me ramasse au centre épique encore. Mais bon, docteur Robert, finalement, ce qu'il me dit, il dit, écoute, Gérardo, je pense pas que tu puisses aller très, très loin avec ça. Et d'ailleurs, il avait écrit au docteur Lassalle que j'ai vu la lettre une couple d'années plus tard, qui disait que finalement, il ne pensait même pas que j'allais passer l'année dans l'état où j'étais. Okay. Bref. Faire une histoire courte, vous vous retrouvez au centre épique, et là, ça démarre. En fait, quand j'ai commencé au centre épique, j'ai insisté pratiquement pour aller, parce que le docteur Robert, je tentais de me retarder un peu, de m'envoyer ça un peu plus loin. Mais finalement, quand je suis arrivé là, si on peut imaginer une piste intérieure, je n'arrivais pas à marcher un demi-tour de piste parce que c'était vraiment difficile. Ce que vous me dites, c'est que même au centre épique, on disait on va y aller tranquillement avec M. Di Feo, il n'y a rien à faire là. Ou peut-être, mais plus tard. Oui. Alors, c'est ça, à force d'acharnement, à force de plaisir. En fait, ce qui s'est installé assez rapidement, c'est un plaisir d'aller à un endroit où je me faisais du bien. Et ensuite, bon, on a des connaissances, il y a des amitiés. Vous rencontrez des gens qui vivent un peu la même chose que vous, côté. Est-ce que c'était, à ce moment-là, est-ce que ce sont que des gens cardiaques? Non, c'est pas seulement des gens cardiaques, parce que c'est un centre de prévention, justement. Il ne faut pas que les gens se ramassent en situation nécessairement cardiaque. Quoi qu'il y en a beaucoup, parce que nous sommes affiliés à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui, soit dit en passant,
phénoménal comme approche auprès des gens là, dans mon état. Là, Et là, vous prenez plaisir. ce n'est que du plaisir. Maintenant, j'y vais 5 matins par semaine et à 5h30, je suis là. Est-ce que ça veut dire un entraînement spécifique? Au début, on a dû vous suivre. Il ne faut pas dépasser les limites et il faut y aller graduellement. Tout à fait. Tout à fait. Au départ, là, on balise beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne veut pas nous perdre sur la piste. C'est ça, on ne prend pas de chance. Et là, vous prenez du mieux. Oui. Et où est germée l'idée d'aller gravir le mont Washington? Le mont Washington est venu d'un autre membre qui s'appelle Michel. Et Michel, lui, à 60 ans, il a eu une petite fille. Et c'est donc sa fille à 60 ans et non pas sa petite fille. Okay. Et effectivement, il a fait une approche auprès de la fondation, du centre épique, etc. Et l'idée a germé comme ça de trouver une gang de malades qui, finalement, c'était vraiment le cas. Et M. Duféau a levé la main? Absolument, absolument. Et donc, on était 16 au départ, qu'on était recrutés. Il fallait avoir une condition cardiaque assez compliquée, et ce qui était le cas des 16. Mais finalement, 14 mois plus tard, on a terminé 5 qui avons gravi le mont Washington. Mais l'idée est venue de là, parce que Michel, il se disait... Je dois ça à ma fille maintenant, il y a 64 ans, 65 ans. Ça veut dire beaucoup d'entraînement? Ça veut dire un entraînement assez dur. Spécifique pour le mont Washington, parce que c'est quelque chose, là. C'est le mont le plus haut au nord-est de l'Amérique. Vous étiez accompagné d'un médecin, j'imagine. Hein? Il y a le docteur Junot qui était là, qui était absolument fantastique, rassurant, comme ça se peut pas. Il y avait 2 kinésiologues. En fait, il y avait une kinésiologue, Marie-Josée. Il y avait un guide. Il y avait 2 guides. Et il y avait aussi des accompagnateurs au cas où il y avait un malaise au moment de la montée. Et l'idée, c'était qu'effectivement, on a eu un problème avec un des caméramans, parce qu'il y a eu un reportage de fait là-dessus. Et lui, il avait 30 ans. Alors, lui, il a fallu le redescendre en bas parce qu'il y avait des sérieux problèmes. Et nous, les 5... Là, on se parle, là. Vous êtes fiers de vous. Et, en toute modestie, oui. Puis vous avez raison d'être fiers de vous aussi. Vous avez une mission maintenant. Votre santé, vous voulez la conserver le plus longtemps possible. Vous travaillez pour. Mais si on prenait quelques secondes pour placer le centre épique. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver au centre épique? Ils accompagnent des gens. Comment on fait? Écoutez, tout part d'un désir. Comme n'importe quoi dans la vie, il faut avoir le désir de vouloir mourir en santé. Alors, si on veut mourir malade, traîner quelque part dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc., bon, on a juste à continuer ce qu'on fait, généralement, donc pas grand-chose. Et si on a envie de s'améliorer, de vouloir, en tout cas, pour nous-mêmes et aussi pour ceux qu'on aime, mais le centre épique est absolument exceptionnel. C'est un des rares centres au Canada, sinon au monde, qui est comme ça. La compétence des gens, directement liée à un institut de cardiologie. Les entraîneurs, c'est des kinésiologues, donc c'est des universitaires. Ils ont une formation quand même supérieure à la moyenne des centres. Façon de rejoindre le centre épique, d'abord par le site Internet. Je pense que là, on a une belle vue d'ensemble. Absolument. www.centreepique.org. Oui. De toute façon, sur le moteur de recherche, Centre épique, puis on y arrive directement. Et c'est un centre de médecine préventive, d'activité physique, ça vous l'avez constaté, tout à fait. de l'Institut de cardiologie de Montréal. Voilà. Monsieur Duféau, je vous souhaite longue vie, bonne santé. Vous êtes un exemple. Bien, merci beaucoup, je l'apprécie. Puis, en tout cas, j'ai simplement un message pour un peu tout le monde. Allez-y, puis il n'y a pas d'âge pour se mettre en forme. Au contraire. Monsieur Duféau, merci beaucoup. Merci bien. Plaisir. De retour au bulletin, nous en sommes maintenant au segment Conseil citoyen et on a comme invité Mme Christine Reed. Mme Reed, elle est coordonnatrice au programme de secourisme, natation et sécurité aquatique à la Croix-Rouge canadienne. Oui. Sécurité. Mme Reed, est-ce que monsieur et madame tout le monde est habilité à sauver des vies?
On pourrait croire que oui, malheureusement non, et ça demande certaines techniques. On pense souvent qu'une crise cardiaque, c'est facile d'aller chercher la personne et appeler le 911, mais il y a des étapes qu'on peut faire et on peut accompagner les gens. Surtout quand on retrouve quelqu'un inconscient sur le bord de la rue, on ne peut pas savoir quoi faire. Et donc, c'est pour ça qu'un cours de secourisme de la Croix-Rouge est hyper important pour monsieur, madame, tout le monde et pour tout le monde. Quel est le pourcentage de la population qui possède un minimum de connaissances pour sauver une vie s'il arrivait quelque chose? 60% des gens au Québec sont formés. Ah, bien quand même. Malheureusement, 72% de ces personnes-là ne gardent pas leur certification à jour. Donc, ils sont 3 ans avec une carte avec les qualifications requises, mais malheureusement, ne vont pas faire un renouvellement de cette formation-là pour se mettre à jour. Ouais. Et donc, perdre un peu les reconnaissances parce que après 3 ans, on se souvient pas de tout, on a besoin de détails. Et donc, c'est important, on demande aux gens de se former, mais surtout de rester formés pour être en mesure d'intervenir dans une situation d'urgence. Une formation de base, ça veut dire quoi? Formation de base, la Croix-Rouge, ça signifie un secourisme général. Oui. RCR-DA niveau C. Ce que ça veut dire, ce jargon-là, c'est qu'un cours de secourisme général, on apprend les premiers soins de base, donc les brûlures, les coups de chaleur, les coupures, donc les choses de base, les fractures, par exemple. Lorsqu'on parle de RCR-DEA, donc la réanimation cardio-respiratoire et le défibrillateur externe automatique, niveau C, c'est qu'on est habilité à réanimer enfants, bébés et adultes. Et donc, on apprend ces 3 individus-là différemment, puisqu'il n'y a pas les mêmes techniques exactement. Oui, et donc, en ayant le niveau C, on a vraiment tout vu l'éventail, et on a tout vu l'éventail aussi de premiers soins. Avec le vieillissement de la population, par exemple, j'imagine que vous avez aussi une technique spécifique pour les gens un peu plus âgés? On n'a pas de technique spécifique pour les gens plus âgés. Par contre, on a des cours un peu plus rapides. On a des cours, on a un secourisme d'urgence, oui. Donc qui est un cours de 8 heures au lieu d'un cours de 16 heures, donc plus court. On voit encore une fois le niveau C, donc les 3 adultes, enfants et bébés. On voit un peu moins de premiers soins, ce qui fait que c'est plus facile pour la personne plus âgée de suivre cette formation-là et d'être en mesure d'être en sécurité avec les gens avec elle, mais aussi souvent, avec leurs petits-enfants, ils se sentent plus à l'aise et plus habilités, justement. Quels sont les critères pour aller, justement, vers cette formation? Peut s'inscrire qui veut? Tout le monde peut s'inscrire, c'est fait pour tout le monde. Évidemment que les formations sont faites à mesure d'adultes. Oui. Et donc, les jeunes, on va les diriger vers un cours de gardien averti. Les tout-petits d'âge primaire, on va les diriger vers le cours de secouriste averti, qui est une introduction au monde du secourisme, justement, où ils apprennent certaines techniques pour les éraflures, les coupures. Donc, à tous les niveaux, on a vraiment des cours de secourisme. Est-ce que vous faites des tournées dans les écoles, par exemple? Ou dans des centres pour personnes âgées, on pourrait élargir le spectre. La Croix-Rouge possède 400 partenaires de formation, donc ils donnent des formations un peu partout dans le Québec. En secourisme, on a à peu près une centaine de partenaires qui font le tour du Québec et qui proposent leurs services de formation dans les écoles de gardiens avertis, par exemple, de secouristes avertis, beaucoup aussi. On va se promener beaucoup dans les écoles. Nos partenaires font un excellent travail. Il y a beaucoup de gens qui se forment. C'est pas pour rien qu'au Canada, la Croix-Rouge est le formateur numéro 1 en secourisme. Un cours dure combien de temps? Une formation? Est-ce que ça va me prendre 2, 3 semaines? Est-ce qu'il faut que je me déplace pour aller là? Est-ce que vous venez à certains groupes? C'est possible effectivement, les cours sont offerts par nos partenaires, donc on peut se déplacer à l'endroit où nos partenaires sont. Quand on a un groupe, le partenaire peut offrir de se déplacer. La formation de base, elle est de 2 jours, c'est 16 heures. C'est des journées de 8 heures avec un examen à la fin. Lorsque l'examen est complété et réussi, eh bien, on vous donne une carte de certification, une certification qui est bonne pour 3 ans. Vous parliez de mise à jour parce que vous disiez quand même le pourcentage est bon au Québec là, de gens qui ont une formation, mais il faut y revenir. Il faut y retourner. Constamment. À tous les 3 ans, on invite les gens à venir faire un renouvellement. Dépendamment de la formation que vous avez, on parle d'un renouvellement de 8 heures, donc une journée. On revient une journée, on fait un rappel, on fait les mises à jour, on voit ce qui est nouveau à la Croix-Rouge. Est-ce qu'il y a des normes qui ont changé? Parce que la Croix-Rouge, on est basé sur un système de recherche. Donc, on a une équipe qui se base sur les recherches, les statistiques, et qui, à partir de ce moment-là, font les normes en fonction des recherches qu'on a faites. J'ai envie de m'inscrire. Bien. Bien. Bientôt. Maintenant. Bientôt. Si je veux m'inscrire, qu'est-ce que je fais? Nous, on conseille aux gens d'aller sur le site de la Croix-Rouge. On a une section qui s'appelle « Trouver un cours » dans la page d'accueil. C'est un instrument ingénieux. On trouve un cours dans sa région à 25 km, 5 km de rayon de recherche de chez soi. On a littéralement des partenaires de formation partout au Québec. www.croixrouge.ca, c'est pas compliqué. Croixrouge.ca.
des gens qui voudraient peut-être avoir des informations tout de suite maintenant, il y a une application de la Croix-Rouge qui s'appelle malheureusement First Aid. Elle est en français par contre. Et vous avez tous les conseils en lien avec le secourisme de la Croix-Rouge. Avez-vous besoin de bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles. On invite les gens à venir visiter notre site Internet. Les informations pour devenir bénévole sont sur notre site. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très occupé de prendre ces minutes pour venir nous dire comment faire pour nous, peut-être sauver des vies. Je rappelle, le site, c'est www.croixrouge.ca. Tous les renseignements sont là. Et merci beaucoup, Madame Christine Reed. Vous êtes coordonnatrice au programme de secourisme, natation, sécurité aquatique. On peut peut-être vous réinviter pour parler de sécurité nautique éventuellement. Ça va me faire plaisir. Merci. Le club Toastmaster Olympia invite tous ceux qui souhaitent surmonter leur trac et leur timidité à découvrir une méthode unique des techniques et des connaissances en communication et en leadership. Ils apprendront à s'exprimer avec éloquence et cohérence dans une ambiance conviviale et chaleureuse. C'est tous les lundis de 19h à 21h dans les locaux de Loisirs Québec au Stade olympique. Pour information, 514-618-1154. Des bénévoles de 18 ans et plus sont recherchés pour accueillir, écouter et faire de la prévention auprès d'enfants de 5 à 12 ans. Il s'agit de leur proposer des activités, de les accompagner dans leurs projets et d'écouter leurs joies et peines. Notez qu'il y a une vérification des dossiers d'information policière. Vous pouvez vous inscrire à la Maison des enfants de l'Île de Montréal au 514-526-9128. Jusqu'au 31 octobre, près de 30 bibliothèques de la Ville de Montréal vous convient à la 3e édition du mois de l'accessibilité universelle. On vous propose des activités originales pour les grands et les petits. Pour plus d'informations, contactez la bibliothèque de votre quartier. Si vous éprouvez des problèmes à faire des recherches sur Internet ou à communiquer par courriel, le Réseau d'information des aînés du Québec offre un service gratuit de formation à distance à ses membres, comprenant dépannage et animation. Ce service est offert en partie grâce à l'appui du gouvernement du Québec. Pour plus de renseignements, contactez René Beauchamp au 514-448-0342. Et finalement, Service Plus des Trois-Pignons tient son bazar annuel ce samedi 4 octobre de 9 à 16 heures. Vous êtes tous et toutes attendus au Salon Vert du complexe résidentiel des Tours Frontenac. C'est juste à côté du métro Frontenac. L'Économusée du Fier-Monde vous convie à une visite guidée gratuite ce samedi 4 octobre de 13h30 à 15h30. Grâce à l'exposition Africa Montréal qui met en valeur l'héritage africain, vous pourrez y suivre les traces de la présence africaine dans le quartier Centre-Sud depuis 1934. Archives, documents et témoignages sont à l'honneur. C'est au 2050 rue Amherst, angle Ontario-Est. Dans le cadre du Mois créole de Montréal, le KEPCA, Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, vous invite ce samedi 4 octobre de 11h à 15h à un atelier de dépistage de talents cachés en art visuel. Il y aura conférence sur la peinture haïtienne et un atelier pratique. Dimanche 5 octobre de 17 à 20h, ce sera le lancement de l'exposition de photographie Haïti durant la période des Duvaliers. Le KEPCA est situé au 2000 boulevard Saint-Joseph-Est et c'est gratuit. L'exposition extérieure Gabi, maître du portrait du photographe Gabriel Desmarais se poursuit jusqu'au 16 novembre sur la promenade des artistes. L'exposition comprend plus d'une soixantaine de portraits de vedettes canadiennes et internationales réalisés entre les années 1940 et 1980. Ces œuvres sont présentées en grand format dans le quartier des spectacles. L'exposition gratuite est présentée en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La promenade des artistes est située à proximité de la place des Arts, le long de l'avenue Président Kennedy et du boulevard de Maisonneuve. Voilà qui complète cette édition du Bulletin. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site tcftv.ca et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. À la semaine prochaine.